T'as une idée du lien entre toutes ces vidéos? J'en ai aucune idée. Ah, moi je sais. Allez. Ces objets ont pour point commun leur mécanisme de fonctionnement. Ce mécanisme est un mécanisme physique qu'on appelle le 4 bar, dans lequel 4 barres sont reliées entre elles et sont mises en mouvement, soit de rotation ou en translation, comme vous pouvez le voir ici. Le mécanisme 4 barres est un des mécanismes de référence de la cinématique. Ses premières études et applications industrielles sont dues à Watt, avec le système dit de 3 barres. Pendant une longue période, on ne comptabilisait pas la barre fixe, et cela a perduré dans la langue française. Cela a donné lieu, et donne toujours lieu, à un grand nombre d'études et de réalisations. James Watt, qui a vécu de 1736 à 1819, a développé cette conception pour les mouvements combinés en ligne droite, qui guident les pistons dans les nouvelles machines. La robotique n'ayant pas encore été inventée, il n'existait alors aucun moyen d'utiliser un système de barres droites pour servir de crosse à la machine à vapeur. Watt a certainement été le premier à reconnaître la valeur des mouvements liés au couple dans les 4 barres. On peut aussi prendre l'exemple de Olivier Evans, un inventeur américain qui a vécu environ à la même époque et qui a créé un mécanisme composé de liens linéaires pour une machine à vapeur. Pour la contribution à la recherche de ce mécanisme, il y a également eu Euler, tout début du XVIIIe siècle, même période que Watt, mais ils ne se sont probablement jamais rencontrés. Il a présenté un traitement analytique de mécanismes dans son exposé. Il incluait la conception d'un mouvement planaire constitué de 2 composantes indépendantes nommées translation d'un point et rotation du corps sur ce point. Euler a également suggéré la séparation du problème de l'analyse dynamique en 2. D'un côté, la géométrie, et de l'autre, la mécanique, pour simplifier la détermination du système dynamique. C'est l'origine de la division de ce sujet entre la cinématique et la cinétique. Maintenant, nous allons nous attarder sur certains aspects du 4 bar. Premièrement, nous allons regarder la transformation du mouvement. Premier mouvement, nous avons le rotation-rotation. Comme vous pouvez le voir, la barre de droite va faire une rotation de 360 degrés, celle de gauche de même. Deuxième mouvement, nous avons le rotation-translation. La barre de droite va faire une rotation de 360 degrés, tandis que la barre de gauche va faire juste une simple translation. Il y a le troisième mouvement qui est la translation-rotation, mais qui correspond tout simplement à la rotation-translation. Maintenant, nous allons nous pencher sur la deuxième notion d'un 4 bar. Il s'agit des degrés de liberté. Un degré de liberté d'un objet est tout simplement le nombre de mouvements élémentaires de cet objet dans l'espace. Pour mieux comprendre cette notion, nous allons faire l'exemple avec un frotteur sur une table. Venez avec moi. Nous avons tout d'abord les 2 premiers degrés de liberté qui correspondent à des mouvements de translation. Nous avons un mouvement vertical, un mouvement horizontal. Ensuite, nous avons les degrés de liberté de rotation. Nous avons la première rotation, nous avons la deuxième rotation, et finalement, nous avons la troisième rotation. Ce qui nous fait au total 5 degrés de liberté. 2 de translation, 3 de rotation. Maintenant, nous allons regarder le nombre de degrés de liberté pour ce 4 bar. Avant cela, il faut introduire une certaine notion, les joints. Les joints servent à maintenir le lien entre les différentes barres dans un 4 bar. Dans ce cas-ci, les joints sont les vis qui lient les barres entre elles. Pour savoir le nombre de degrés de liberté pour un 4 bar, il faut appliquer une certaine équation, l'équation de Kurzbach. M, le nombre de degrés de liberté, est égal à 3 fois, ouvrez la parenthèse, L-1, fermez la parenthèse, L représente le nombre de barres, moins 2J. J représente le nombre de joints. Appliquons cette équation à mon 4 bar. L représente T par mes 4 barres, J représenté par mes 4 joints. Du coup, 3 fois 4 moins 1, ce qui me donne 3 fois 3, 9, moins 2J, nous avons 4 joints, 2 fois 4, 8, 9 moins 8 est égal à 1. Je n'ai qu'un seul degré de liberté dans mon 4 bar. Prochaine notion,
nous allons nous attarder sur la singularité. N'ayez crainte, je vais vous expliquer ce que c'est. La singularité est la configuration d'un mécanisme qui rend imprévisible le prochain mouvement. C'est difficile, mais avec mon exemple, vous allez mieux comprendre. À ce stade, nous ne savons pas quel sera le prochain mouvement. En effet, il y a le premier mouvement, nous pouvons avoir le deuxième mouvement, nous pouvons avoir un troisième mouvement, et nous pouvons avoir un quatrième mouvement. Comme vous pouvez le voir, à un stade, ce stade-ci, il y a plusieurs mouvements possibles. Par conséquent, nous avons une certaine singularité à ce moment-ci. Donc le mécanisme à 4 barres est tout aussi utilisé pour sa capacité à transmettre de l'énergie. Alors comme on peut le voir sur ce modèle-là, la force que j'applique sur la première barre est transmise à la troisième barre par le coupleur. Un exemple que l'on pourrait prendre de la vie de tous les jours, ce serait le pump jack ou le chevalet de pompage. Si vous vous êtes toujours demandé comment cela fonctionnait, eh bien c'était tout simplement un mécanisme à 4 barres. Afin d'extraire du pétrole, il est essentiel d'injecter de la pression souterraine dans son réservoir. Pour cela, on utilise une poutre métallique qui va effectuer des mouvements réguliers de va-et-vient vertical. Ce mouvement est provoqué par le mécanisme à 4 barres. L'oscillation de la tête de cheval auquel est relié le câble est commandée par le coupleur, lui-même manœuvré par la manivelle entraînée en rotation par un moteur. Afin de comprendre la nature du mouvement d'un 4 barres, il est essentiel de comprendre la loi de Grachov. Cette loi énonce que si la somme des longueurs de la barre la plus petite et de la barre la plus longue est plus petite ou égale à la somme des longueurs des deux autres barres, alors au moins une barre est capable de faire une rotation complète. Maintenant, Nati et Soraya vont illustrer les différents cas. La longueur des barres est un élément crucial pour pouvoir expliquer le mécanisme de 4 barres. Lorsque cette longueur est différente, on a la loi de Grachov qui énumère les 4 cas dans lesquels le mode des 4 barres est différent également. Le premier est celui du triple rocker, dans lequel on a l'oscillation des 3 barres avec une barre fixe. Le deuxième est le crank rocker, dans lequel la plus petite barre fait la rotation complète et les 2 autres barres font une simple oscillation. Pour le troisième cas, on se retrouve dans la configuration du double crank, c'est-à-dire que la loi de Grachov est respectée, mais on se retrouve avec la plus petite barre qui est fixe. On obtient alors un mouvement de rotation des 2 barres adjacentes. Pour le quatrième cas, il s'agit du double rocker, c'est-à-dire que la barre verte et la barre rouge effectuent un mouvement de translation, tandis que la barre jaune effectue un mouvement complet de rotation. Vous pouvez l'observer dans ce cas-ci. Le cinquième cas est bien évidemment le cas du parallélogramme, c'est-à-dire que les 2 barres qui sont parallèles l'une à l'autre ont exactement la même longueur. Pour le sixième cas, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit des 2 barres qui ont la même longueur qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Saviez-vous que vous possédez un 4 barres dans votre corps ? Effectivement, les articulations du corps humain décrivent le mouvement du mécanisme à 4 barres. Prenons l'exemple du genou, avec le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Bien évidemment, ce système n'est pas uniquement présent chez les êtres humains. Les animaux possèdent également ce type de configuration physique. En plus des articulations physiques, on peut retrouver le 4 barres dans les objets de la vie de tous les jours, comme sur les essuie-glaces de toutes les voitures, qui en fait représentent un mécanisme à 4 barres. Autre que le 4 barres, on peut retrouver des mécanismes beaucoup plus complexes, comme le 6 barres, que l'on retrouve dans les essuie-glaces de la marque Mercedes, dans lesquels, au lieu d'avoir 4 barres qui sont reliées entre elles, on a 6 barres qui sont reliées entre elles et font des mouvements de translation ou de rotation. Un autre point d'application, c'est le vélo. Alors, le vélo est un moyen de transport efficace en propulsion humaine qui touche le mouvement rotatif des roues. Il faut savoir que l'être humain est incapable de produire ce mouvement indéfiniment. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un mécanisme qui n'a pas été traduit
cuisse. La deuxième barre est la partie inférieure de ma jambe allant de mon genou à mon pied. La troisième barre étant ma pédale. Et la quatrième barre est le cadran de mon vélo ici à l'arrière. Bien évidemment, il y en a un à gauche et un autre à droite. Pour finir, nous allons faire un récapitulatif de ce que nous avons appris aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons défini ce que c'est un mécanisme à 4 barres à l'aide de certaines notions telles que la loi de Grashof et la loi de Kutzbach. Après, nous l'avons appliqué à certains exemples de la vie courante tels que le pump jack, le vélo et l'articulation d'un genou. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre le 4 barres et de mieux le visualiser.